Le banquier, cet acteur du projet immobilier de nos clients qui tient une place centrale, est-il si éloigné de nous? J'ai eu la chance d'interviewer Aurore Diezma, qui a été banquière jusqu'à il y a encore peu de temps. Nous évoquons ensemble dans cet épisode les revenus considérés par la banque, l'apport, le taux d'usure, plein d'autres éléments en lien avec le crédit. Et surtout, Aurore nous partage sa vision humaine de la relation qu'elle avait avec ses clients. En bonus, vous aurez des conseils pour améliorer votre relation avec votre client. Alors installez-vous confortablement et on y va. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Bonjour Aurore. Bonjour Cyril. Voilà, écoute, je suis ravi d'être avec toi. Je suis avec Aurore Diezma qui va se présenter et l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on connaisse un peu mieux un des acteurs d'un projet immobilier, mais qu'on met parfois de côté, qu'on ne connaît pas très bien. On se fait pas mal d'idées sur lui et l'avantage, c'est que Aurore a été un de ces acteurs dans une vie pas si lointaine, mais antérieure, on va dire. Donc, Aurore, en tout cas, merci d'être venue sur l'IMO Entrepro, le podcast. Avec plaisir. Et est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait? Parce que ça va être aussi, en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, alors moi je m'appelle Aurore Diezma, j'ai 35 ans, j'ai la chance de vivre dans la jolie région d'Aix-en-Provence. Je suis sudiste et donc aujourd'hui je conçois des expériences clients. Donc j'accompagne les entreprises à valoriser l'expérience de leurs clients, à bien comprendre leurs besoins pour être sûr que le service, le produit et l'offre qu'elles vont proposer répondent en fait à un besoin et qu'il y a un marché. D'accord, OK. Voilà, donc Et ça c'est une activité qui est récente. ouais, et dans cette activité, pour qu'on conçoit un peu mieux, parce qu'on va faire des liens peut-être avec, Ouais, ce dont on va, parce que je sais que pour avoir échangé avec toi, c'est chevillé en toi, hein, c'est chevillé au corps. complètement. Cette expérience client, ça se sent, et je le dis dès maintenant, hein, tous les liens vers les réseaux sociaux de Aurore seront dans la description. Mais, aujourd'hui, cette expérience client, l'accompagnement des entreprises dans l'expérience, le parcours client, c'est que digital? Ça peut être aussi en présentiel, en physique? Ça peut être sur les 2. C'est dès lors qu'il y a une interaction avec un client. Donc en digital, ça va être plutôt sur tout ce qui est ergonomie, le fonctionnement d'une interface, que ce soit facile, que ce soit fluide et que ce soit, utilisable, on va dire. Et après sur la partie réelle, physique, ça va être plutôt sur le parcours client, sur la posture qu'on va adopter, sur la manière dont on va s'adresser à lui, sur les petits détails qu'on va mettre en place justement pour qu'il soit satisfait et qu'il se sente bien quand il interagit avec le produit ou avec le service. OK, hyper intéressant parce que, c'est restez bien jusqu'au bout parce que on va poser quelques questions à Aurore, là-dessus, un peu plus tard, en tout cas dans la relation. Et il y a un pan que tu n'as pas encore évoqué, c'est ta vie antérieure. Voilà, ma vie antérieure, j'ai été moi pendant 12 ans, banquière. J'ai D'accord, travaillé du coup, dans 2 banques différentes, à des postes différents. Donc, j'ai été pendant, quelques années au secteur marketing et je gérais aussi tout ce qui était satisfaction expérience client, d'accord. pour justement bien accueillir le client, pour qu'il se sente, pris en considération, pour que ses demandes soient répondues en un temps limité et cetera. Après donc j'ai géré une agence, hein, j'avais un portefeuille de clients aussi, donc j'avais, une clientèle professionnelle et patrimoniale, donc je faisais des prêts immobiliers et dans OK, ma deuxième carrière, on va dire professionnelle dans une autre banque, j'étais chargée de clientèle particulière et donc là j'ai monté énormément de dossiers immobiliers d'accord. aussi. Ah voilà, ça tombe bien, c'est exactement ça. Alors, on va pas rentrer dans les détails parce que, d'un mois à un autre, ça évolue au terme de taux Oui. et cetera. On n'est pas là pour ça, mais par contre, on va regarder, et l'idée aujourd'hui de ce podcast, je le dis pour les auditeurs, c'est de trouver, de mieux comprendre comment fonctionne le système des banquiers pour aussi, et j'en ai parlé un petit peu à Aurore avant, c'est de savoir comment on pourrait peut-être améliorer les choses. En ce moment, là, sur la période actuelle, c'est un peu plus tendu. Donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut faciliter la vie de nos clients,
et nos rapports aussi avec là où les banques, éventuellement à venir. Et je vais commencer par ça. C'est tout bête, mais quels sont les critères, en fait, qu'un banquier, une banquière prend en compte pour, ou la banque plus généralement, parce que c'est pas forcément la personne qui est face à nous qui prend la décision, mais quels sont les critères qui sont pris en compte pour, accorder ou pas un prêt immobilier? Est-ce qu'il y a que, le salaire ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte? Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des choses qui sont, imposées, qui sont réglementées, notamment le taux d'endettement, Mmh. qui est de 35, D'accord. auquel on ne peut pas déroger, ou si on déroge, en fait, il y a les banques ont des quotas, en fait, en fonction du montant du prêt. Elles ont X millions ou X milliers d'euros sur lesquels elles peuvent déroger pour avoir un accord pour dépasser cet endettement. Donc il y a l'endettement là-dessus où on ne peut pas intervenir, hein, c'est les 35 nous sont imposés, c'est ce qu'on appelle les critères HCSF. Et après donc il y a, donc cette notion d'endettement. Il y a aussi la notion de fonctionnement de compte, comment les gens, utilisent leurs comptes, comment ils gèrent leur économie. Il y a la notion de revenu. Je vais être plus générale que salaire. Il y a la notion de revenu parce que donc il y a les salaires, il y a aussi potentiellement, si tu es déjà propriétaire d'un bien, les loyers, donc tu as des revenus fonciers. Tu as aussi, si par exemple tu as une rente, par ex si tu es rentier parce que tu as une retraite militaire ou que tu as une rente d'invalidité. Selon la catégorie d'invalidité, on prendra en compte. Tu peux avoir aussi la CAF potentiellement, selon l'âge de tes enfants. Si tu fais un prêt que tes enfants ont 18 ans, on ne prendra pas en compte la CAF. Mais si tu fais un prêt que tes enfants sont en bas âge, on peut prendre en compte la CAF, la durée du prêt, si c'est cohérent. Pension alimentaire aussi, selon l'âge de tes enfants. Donc il y a quand même pas mal de choses, qu'on prend en considération et qui rentrent dans la catégorie revenus. Et pareil, il y a pas mal de choses qu'on prend en compte dans la catégorie des charges, où donc les charges, ça va être les prêts que tu as en cours, mais ça peut être aussi des leasings si tu loues un véhicule. Ça peut être aussi donc et après donc il y a les impôts qui sont déduits, mais qui ne sont pas comptabilisés comme une charge à proprement parler. Donc en fait, tu as pas mal de choses que tu dois prendre en compte et il faut avoir cette visibilité très large, on va dire 360 et bien poser des questions à ses clients par rapport à leur projet, par rapport à leur âge, par rapport à leur environnement, pour être sûr que ce qu'on va proposer, ce soit cohérent et que ce soit adapté à leur train de vie actuel. Par exemple, si tu as un petit couple qui vient te solliciter et qui te dit: «Voilà, aujourd'hui, moi, j'aimerais faire un prêt, heu, et j'ai vu une maison qui fait 350 000 €». Tu vas calculer que potentiellement sur 25 ans, ça leur ferait une mensualité de 1 400, je dis à la louche, mais que tu te rends compte sur leur relevé de compte qu'aujourd'hui, avec leur salaire, si tu es bête et discipliné, en termes d'endettement, tu vas être à 35. Si tu prends leur salaire, tu te dis: «Oh, c'est bon, ça passe 35». Sauf que si tu regardes leur relevé de compte, tu vois qu'aujourd'hui, en fait, ils sont dans le rouge, tous les mois, ils sont à découvert. Ils n'arrivent pas à mettre un centime de côté, sachant qu'ils payent 900 € de loyer. Tu dis: «Tu vas leur augmenter leur charge de 250 € ou 350 € par mois», sachant qu'aujourd'hui, c'est déjà compliqué. Donc après, ça va être de l'éducation pour voir s'ils ont vraiment pris en considération les risques, le changement de vie, parce que voilà, c'est quand même pas la même chose, surtout que quand on est propriétaire, on a des frais, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a des choses qui vont arriver aussi, puisque quand on est propriétaire, on va investir plus. Donc il y a tout cet environnement-là qu'il faut prendre en considération quand on fait un prêt. Ouais, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, tu prends l'exemple où, donc la banque, elle va regarder tout ça. Est-ce que, elle peut s'appuyer là-dessus? Par exemple, si on fait le ratio des revenus, éventuellement des crédits en cours et cetera, ça j'ai bien entendu. Est-ce que, elle peut prendre en compte, le fait que les gens ne soient pas capables d'économiser, le fait qu'ils aient souvent, à la fin du mois, ils sont juste à zéro, il y a pas d'épargne possible? Est-ce qu'ils peuvent s'appuyer là-dessus, les banques, pour se dire: «Tiens, on n'accorde pas le prêt»? Oui, D'accord. complètement. En fait, il y a la notion aussi qu'il faut intégrer qui est de reste à vivre. En fait, le reste à vivre, c'est tu as tes revenus, tes salaires, tes loyers et cetera, donc ta partie revenu, tu as tes charges, donc ça va être ta mensualité de crédit sur ce qu'on va te financer, plus tous tes petits crédits que tu as potentiellement à côté et en fait, on va faire la soustraction des 2. Je caricature un peu, mais on va faire la soustraction des 2 et on va voir qu'est-ce qui te reste en fait, quel est ton reste à vivre et au niveau du reste à vivre, en fait, il y a des quotas, donc à l'époque, c'était 730 € minimum, plus ça augmentait en fonction du nombre de personnes que tu avais au foyer. Donc potentiellement, quelqu'un qui vient te voir qui a un SMIC, peut-être que la mensualité
sera bonne en termes d'endettement, il sera à 35, mais peut-être que le reste à vivre sera inférieur à ces 730 euros, et que du coup, on partira du principe, ben, comment il va faire après pour, manger, pour payer son électricité, pour mettre de l'argent de côté si jamais il a besoin un jour de payer des travaux? Parce qu'il est au delta maximum de son endettement. Donc ça veut dire que s'il a besoin de faire un prêt pour acheter une voiture, ce sera compliqué pour lui. Mais il a pas la capacité de mettre de l'argent de côté. Donc comment il va faire? Donc si c'est pour qu'après la personne, alors moi je te parle vraiment de mon expérience parce qu'on fonctionnait pas nécessairement pareil, hein. Il y a peut-être des banquiers qui, à partir du moment où c'était 35, allez banco, j'y vais, et on prend pas nécessairement en compte les contraintes potentielles des clients. Mais dans cette démarche de conseil, il faut aussi prévenir les gens quand ils s'endettent jusqu'au cou, leur dire: «OK, sachez par contre que si vous avez besoin d'acheter une voiture dans quelques années, ça va être compliqué». Après, tu peux aussi dire: «Bah oui, mais moi, aujourd'hui, mon travail, peut-être que dans 2 ans, je travaillerai plus», ou tu sais pas ce qui va se passer. Mais malgré tout, tu dois quand même leur faire prendre en compte ce qui peut se passer. Ouais, il y a une vraie démarche, en tout cas, dans ce que tu es en train de nous partager, de réflexion, plus globale que juste l'instant T de l'accord ou pas du prêt. Après, je pourrais l'entendre totalement, tu vois? C'est plus comme tu l'as dit, peut-être une éducation, en tout cas des informations pour que la personne en face puisse prendre la décision d'y aller ou pas, en tout cas avec en prenant, en compte l'évolution de son salaire à la hausse ou à la baisse, de l'évolution de ses charges à la hausse ou à la baisse aussi, et de se dire: «Tiens, là maintenant, moi demain, en tant que banquier, je peux me dire: "Tiens, j'accorde ou pas", parce que je lui ai donné, toutes les informations dont il avait besoin. À lui aussi d'être responsable dans son choix, C'est ça. même Mais on si». aura fait cette démarche de Ouais, conseil. ouais, même si en plus, bah, on le sait et maintenant on le voit, hein, c'est les petites lignes qu'on voit à chaque fois, qu'un crédit engage juridiquement, financièrement, et qui doit être remboursé, et cetera, et cetera. Et hem et c'est intéressant parce que, bah, il y a quand même des contraintes pour les agents immobiliers. On peut pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui parce qu'on n'est Non. pas intermédiaire en opération bancaire, donc il y a des certifications à passer. Mais je pense, en tout cas, arrête-moi peut-être, mais qu'on peut, commencer à envisager ça pour nous aussi, parce que là je m'adresse aux professionnels, nous dire, bah, on a des warnings qui font que, bah, avec les clients, on peut déjà se rapprocher un peu plus et mieux les connaître et augmenter la relation quelque part avec eux, sans être trop intrusif, ça va peut-être pas se faire dès le démarrage. Ou au contraire, bah, les inviter à aller rencontrer un professionnel du financement, un banquier, un courtier, pour qu'ils puissent voir ça, s'ils l'ont pas déjà fait, mais de leur mettre aussi des petites alertes, et nous aussi quelque part, en se disant, bah, il y a peut-être pas des engagements sûrs, et alors il y en a jamais vraiment, mais tu vois, des engagements soit rassurants dans un sens ou soit, des points d'alerte pour nous dire: «Tiens, avec tel client, ça risque d'être plus compliqué», ou au contraire, ça risque d'être plus facile. Et ça m'amène à un deuxième sujet parce que là, on a vu donc les entrées, d'argent, les revenus, les sorties. Il y a un critère dont on n'a pas parlé, c'est l'apport. Aujourd'hui, toi, alors je pense que tu vas me le conseiller bien évidemment, mais est-ce qu'il est encore possible aux personnes, d'après toi, d'acheter sans apport? Et ce serait des quels cas, et est-ce qu'on pourrait, alors tu me l'as dit, hein, aussi, c'est que chaque banque a ses critères, mais Oui. voilà, là, si on se mettait d'un point de vue conseil, tu vois? Juste conseil, général, générique, pour, que ce soit les clients, et qu'est-ce que ça pourrait apporter aux professionnels immobiliers, de se dire: «Tiens, il y a un apport ou il y a pas d'apport?» Parce que peut-être qu'avec certains, pas d'apport, ça pourrait peut-être passer. Alors moi, de mon point de vue et de mon expérience, je préférais prêter à des gens, on va dire à 110. Donc ça veut dire que je finançais le bien, plus les frais de notaire, plus tous les frais de garantie, ou alors à minima à 100. Eux finançaient les frais de notaire, tous les frais annexes, mais je finançais le bien, et qu'ils conservent leur apport parce ils auraient eu la possibilité d'injecter peut-être 30 000 euros, qu'ils conservent cet apport-là pour potentiellement avoir une enveloppe de travaux supplémentaires. Quelqu'un qui vient, qui me dit: «Voilà, moi, Aurore, j'ai besoin que vous m'accompagniez parce que je veux faire construire ma maison. J'ai trouvé mon terrain, j'ai vu donc une maison machin, qui m'a fait un devis, donc je sais qu'en termes de construction, ça va me coûter 150 000». Ben, si on voit qu'en termes d'endettement, c'est un peu juste, je vais peut-être plutôt leur dire: «Conservez votre apport», parce que potentiellement, avec aujourd'hui l'inflation et le coût des matériaux qui a augmenté énormément, ben, peut-être que leur maison, même s'il y a des clauses, hein,
eh beh, ils vont avoir besoin, on sait jamais, on sait jamais. Ils vont peut-être décider de faire un portail finalement plus cher ou d'avoir une autre cuisine ou des frais qu'ils n'avaient pas nécessairement prévus. Donc conserver cette notion d'apport-là pour pouvoir faire face, si besoin et surtout ne pas, voilà, moi j'étais pas très à l'aise avec le fait de enfin, on va dire de dénuder des gens et leur dire: «Ben voilà, vous avez, 50 000 € de côté, vous mettez 50 000 et le projet il passe, il y a pas de problème». Parce que c'est vrai qu'en termes de technique et en termes de pratique, quand l'endettement est un peu élevé ou que ça passe pas, qu'est-ce qu'il va faire le banquier? Il va dire: «Bon, ben voilà, aujourd'hui au niveau de l'apport, vous avez 20 000. Si vous mettez 40 000, l'endettement c'est bon, ça passe. Si on rallonge la durée, l'endettement c'est bon, ça passe». Donc après, on adapte en fonction aussi de l'endettement, mais c'est vrai que se garder toujours ce coussin de sécurité en fonction d'eux, on ne sait jamais de quoi la vie sera faite. Même si tu te dis: «Tu as l'assurance du prêt», OK, tu as l'assurance du prêt, sauf que ton assurance de prêt, si jamais il se passe quelque chose et que, tu décèdes, ta maison, elle est payée, OK. Mais si tu as pas d'épargne, madame, elle va devoir continuer à payer les frais de scolarité des enfants, plus l'électricité, plus tout ça, peut-être changer la voiture parce que finalement elle est pas à l'aise avec la voiture. Enfin, donc il peut y avoir d'autres choses, donc avoir toujours ce coussin de sécurité, pour moi, c'est hyper important et je préférais du coup prêter plus et leur laisser leur épargne pour qu'ils puissent voir venir et qu'ils puissent, justement, s'adapter, aux années qui passent et pouvoir, avoir, voilà, si jamais tu as un besoin, on sait pas. Ouais, ouais, mais c'est hyper intéressant parce que, aujourd'hui, on entend souvent qu'on peut pas acheter sans apport. Alors, encore une fois, hein, il y a la pour ceux qui écouteraient ça là maintenant, je le dis, on est en février 2023, donc il y a un contexte, un peu plus particulier, en tout cas qui change parce que c'est pareil, on a dit qu'on parlait pas des taux, mais moi quand j'ai commencé dans le métier, c'était il y a très longtemps, les taux étaient entre 6 et 5. On a connu ces dernières années des taux, parfois inférieurs à 1. Et donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont connu que ces taux très, très bas et se disent: «Waouh, mais c'est fou 3%, c'est énorme». Sur, les 30 dernières années, je suppose que 3%, ça reste un taux très bas. Mais, voilà, c'était juste ça et c'est pareil pour l'apport. Toi, tu dis en fait, bah, il faut peut-être, inciter les gens à en garder un petit peu Voilà, pour se juste dire, milieu. ouais, il y a le côté Ne pas se sécurité. démunir. Ouais, c'est ça. C'est de pas mettre tous ses œufs entre guillemets dans le même panier et se dire: «Tiens, j'en Exactement, garde un petit peu, si derrière, si ça passe», voire même si, avec un peu moins d'apport, bah, ça passe toujours en se disant: «Bah, tiens, comme ça, moi, ça me fait ce petit coussin de exactement sécurité». et bien questionner aussi le client sur ses projets futurs. Quelqu'un qui dit: «Bah, voilà, moi aujourd'hui j'achète ma maison, mais dans quelques années j'ai envie d'investir». Bah, si tu investis, il faut que tu aies peut-être plus d'apport parce que les banques demandent plus d'apport pour les investissements. Il faut que tu aies une couche de sécurité pour avoir peut-être 1 an de loyer d'avance si jamais ton locataire ne te paye pas ou tu sais que ta voiture, eh ben, ça fait un petit moment que tu l'as pas changée, il faudrait peut-être que tu la changes. Donc, ben, que tu aies la possibilité, soit de faire un crédit supplémentaire, soit de la payer comptant, mais il faut quand même poser ou en tout cas ouvrir les cases, les portes, pour être sûr d'avoir, tout en main pour pouvoir bien aiguiller et bien conseiller son client. Ouais, et c'est hyper intéressant parce que, moi, j'aime beaucoup cette approche plus globale où, heu, j'ai vraiment le sentiment que le client, tu vois, on sera dans un autre niveau de relation, en fait, avec lui, tu vois? Il C'est aura pas le ça. sentiment qu'on est juste là pour faire passer, là, je parle du banquier, bah, un crédit et l'agent immobilier faire la vente absolument. Alors bien évidemment, j'entends déjà certains dire: «Oui, mais moi je suis là pour faire des ventes» et c'est ce que je dis, bien évidemment qu'on est là pour faire des ventes, mais parfois on n'est pas là pour faire que du one shot. C'est-à-dire que le client, s'il a un vrai conseil, ce qu'on valorise d'ailleurs, hein, mais s'il a un vrai conseil, il aura tendance à revenir vers nous, à nous recommander, à nous faire une bonne publicité et que ce soit, banquier ou agent immobilier, je pense que là, en tout cas professionnel immobilier, il y a une vraie carte à jouer. Alors juste avant de passer, parce qu'il y a une petite partie relation banque et agent immobilier que je voulais voir avec toi, il y a un comment dire? Un concept, bancaire qui revient très souvent en ce moment, c'est ce fameux taux d'usure. Il était calculé trimestriellement, ça vient de passer mensuellement, en tout cas jusque, là pendant quelques mois. Est-ce que, d'une façon très, vulgarisée, tu peux nous dire à quoi ça correspond? Sans nous donner le taux, parce que comme il varie tous les mois, on serait obsolète dans un mois avec le podcast, mais, tu vois, à quoi ça correspond? Est-ce qu'on peut le dépasser ou pas? Si c'est vraiment le critère peut-être à regarder avec son client, pour se dire, bah, il y a warning ou, OK, on peut y aller, on peut présenter des choses. Mmh. Alors le taux d'usure, non, on ne peut pas le dépasser. D'accord.
Ça, c'est le On premier va le point. dépasser. C'est pour ça que c'est très compliqué parce qu'en fait là donc là effectivement que ce soit passé mensuellement, c'est très bien parce qu'à l'époque, on avait, le taux d'usure en fait, c'est le taux, qui est calculé sur les 3 derniers mois, le taux moyen des 3 derniers mois. Sauf que comme les taux ont connu une croissance et une augmentation l'année dernière qui a été quand même assez folle, il y avait un décalage. Ça veut dire que janvier, février, eh ben, en mars, tu avais ton taux d'usure qui était calculé sur janvier, février, mars. Et après, en avril, en mai, tu avais une grosse augmentation de 0,5 sur tes taux, peut-être même 0,6. Donc finalement, tu gagnais 1 point en 2 mois et tu étais toujours sur le taux d'usure d'il y a 3 mois. Donc c'était très compliqué parce qu'en fait, le taux d'usure, donc c'est un taux que tu ne peux pas dépasser. C'est un taux où on part du c'est le taux qui inclut tous les frais inhérents à ton prêt. Donc en fait, quand tu fais un prêt, tu as ton taux classique, qui est ton taux de prêt, mais après tu as le taux effectif global, qui est, le taux qui va inclure ton assurance, plus tes frais de dossier, plus tes frais de garantie et en fait, tout ça, ça a un coût, ça va augmenter ton taux et en fait, c'est ce taux-là qui ne doit pas dépasser le taux d'usure. D'accord. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que les personnes âgées sont un peu plus mal barrées parce que forcément, elles, leur assurance, le taux de l'assurance est plus cher et c'est peut-être aussi des personnes qui ont eu des problèmes de santé et donc du coup, il y a souvent des surprimes ou donc le coût, la cotisation est beaucoup plus élevée. Donc c'est vrai que c'est des personnes pour lesquelles on dépassait beaucoup, beaucoup le taux d'usure. Ou après voilà, sur des durées, donc après on peut jouer sur la durée, mais c'est vrai que c'était un critère qui était quand même très compliqué. On dépasse le taux d'usure, on n'y va pas. Donc on essaye de trouver des solutions, mais les banques, ce qu'il faut savoir, ne vont pas valider un prêt qui ne passerait pas au niveau du taux d'usure en activant des leviers commerciaux. On dit: «Oui, c'est bon, je fais 50 de réduction sur l'assurance, je baisse le taux, ça passe». C'est compliqué de présenter le dossier comme ça. D'accord. OK. Très intéressant, tu vois? Et de se dire, ouais, il y aura pas forcément d'effort, commercial, sur, les assurances ou ce genre de choses, pour le faire passer. Pour un taux d'usure, Ouais, non. d'accord, Ouais, OK. Non, mais c'est super intéressant, tu vois? Autant pour un bon profil, il y aura peut-être bien sûr, voilà, un ouais, effort de fait, mais si oui. c'est juste le taux d'usure, C'est plus c'est compliqué, ouais, c'est plus compliqué, ouais. OK. Mais c'est hyper intéressant et tu vois, je connaissais pas cet éclairage et c'est chouette parce que, ben, voilà, on est là aussi pour apprendre et c'est mon cas et donc, bah, tu vois, ça m'emmène à quelque chose parce que, bah, comme tu le disais, hein, surtout dans une période où les taux sont à la hausse et donc on voit que, bah, ce petit décalage et le fait que ce soit calculé mensuellement, ça va donner une petite bouffée d'air, mais c'est pas, encore une fois, Il sera le plus adapté à la réalité, on va dire. voilà, ouais, c'est ça. Il va prendre en compte les dernières tendances et de façon très courte, alors que comme tu le disais, parfois en 3 mois, les taux peuvent bien monter. C'est, dans la relation en fait entre le banquier et l'agent immobilier, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs qui sont plutôt donc professionnels immobiliers, pour, je sais pas moi, pour faciliter la relation, pour faciliter, le dossier, pour peut-être alors sans dire, nouer, des partenariats, on n'est pas jusque là, hein, parce que ça se décide plutôt au niveau des directions, des banques, tu vois? Mais, de se dire, «Tiens, il y a 2-3 points qui peuvent faciliter un petit peu dans l'échange». On en parlait un peu en off, mais de façon informelle. L'idée, c'est pas de trahir le secret bancaire, loin de là, mais de se dire: «Tiens, j'ai des warnings, ou insister auprès de vos clients en ce moment, c'est ça qui est important et cetera. Tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme, interaction, comme échange, entre un banquier et un agent immobilier? Des choses simples, hein. Ben, déjà, peut-être que les agents immobiliers et parce qu'ils arrivent avant. Donc, il y a aujourd'hui quand même beaucoup de gens qui vont acheter, qui vont se positionner sur un bien malheureusement sans avoir sollicité leur banquier avant. Ah ouais, tu l'as déjà vu? Parce que ça, tu vois, Je l'ai souvent déjà ouais, je l'ai déjà vu, ouais. ouais, Ouais, parce que ouais. Moi, j'avais une petite jeune qui est arrivée, elle m'avait fait mal au cœur. Elle voulait acheter, elle avait trouvé une maison. Elle me dit: «Oui, 300 000». Et j'avais regardé donc rien déjà qu'avec son salaire, elle était à 1 200 € par mois. Je lui dis: «Bah oui, mais 300 000 ça fait 1 200 € de mensualité». «Ah oui, mais c'est bon». «Oui, mais potentiellement, il va falloir que tu manges quand même». Donc c'est un peu compliqué. Mais les gens sont des fois complètement déconnectés de la réalité où tu arrives, du coup, tu as des gens qui ont vu la maison de leur rêve et toi, tu vois qu'en fait, ça passe pas du tout. Donc c'est hyper frustrant, c'est assez compliqué. Alors après, ils disent: «Oui, mais on va aller voir ailleurs». Tu vas aller voir ailleurs, mais malheureusement, tu vas pas trouver chaussure à ton pied. Mais du coup, au niveau des agents immobiliers, déjà, voilà, leur dire: «Est-ce que vous avez sollicité votre banque? Est-ce que vous savez aujourd'hui si vous avez
la capacité d'emprunter ce bien? Est-ce que vous avez pris en compte aussi tout ce qui peut rentrer en ligne de mire? Est-ce que vous avez des prêts, consommation à côté aujourd'hui? Vous êtes salarié, alors CDI, pas CDI, même si on n'est pas en CDI, c'est pas, le CDI, c'est pas le saint graal, D'accord. hein. Ah bon? Quelqu'un qui est en CDD depuis 10 ans, D'accord. Ouais. parce qu'il a été renouvelé, en CDI, potentiellement, tu peux perdre ton CDI dans les 2 ans, quoi. Donc moi, j'ai déjà fait des crédits sur des personnes en CDD. Alors des fois, c'est des crédits qui peuvent être dérogatoires, mais c'est pas mort, D'accord. c'est pas foutu. OK, c'est, très bon conseil, tu vois? Encore une fois, alors Mais ouais. mais ouais, je prends. Mais bien, voilà, bien les alerter sur le fait, voilà, que c'est quand même mieux de contacter un banquier avant pour s'assurer de la viabilité de son projet et donc après, je pense que l'agent immobilier peut avoir, un rôle à jouer en leur disant: «Ben voilà, déjà, quand vous choisissez», c'est ça, c'est vraiment c'est très personnel, mais quand vous choisissez votre banque, ne choisissez pas qu'un taux. Faites attention à plein d'autres choses parce que c'est vrai que des fois on se dit: «Ouais, le taux il est génial», sauf qu'en fait au niveau de l'assurance, on va être sur une assurance où on va être assuré à 50. Être assuré à 50 sur le décès, il y en a qui le font, pour moi c'est du non-sens. C'est du non-sens. Parce que si jamais il arrive quelque chose, tu te dis: «Tu as potentiellement pendant 20 ans à payer la moitié de la mensualité de ton conjoint». Donc voilà, dites attention au niveau du conseil. Voyez aussi en termes de garantie, ce qu'on va vous proposer comme garantie, ce qu'on va vous proposer comme, voilà. La personne va bien vous expliquer parce qu'il y a des notions aussi quand tu fais un prêt, tu as un différé, qu'est-ce qui se passe pendant ton différé? Si tu achètes sur telle durée, comment ça se passe? Donc vraiment, voilà et dire: «Ne vous arrêtez pas qu'au taux, qu'à la mensualité». Parce qu'il y a des banques qui sont très bons, qui proposent des super taux. Mais alors par contre, pour avoir ton dossier et ton crédit, bonjour, hein. Parce que du coup derrière, c'est la merde. Ils savent pas nécessairement de quoi ils parlent, et donc en fait, eux, c'est voilà, open bar, je vous fais un super taux, mais par contre tes garanties sont pourries, ton assurance est bidon, quoi. Donc vraiment, voilà, bien, bien peser le pour et le contre, se poser ces questions-là. Les agents immobiliers pourront pas leur dire: «C'est mieux une hypothèque» ou «C'est mieux une caution». Mais qui se posent la question et qu'ils arrivent du coup à bien savoir ce qu'il faut regarder. Il faut regarder du coup la garantie. Il faut regarder l'assurance. À combien on est assuré? Quelle est la quotité d'assurance? Si on est sur du capital initial ou du capital restant dû. Donc ça veut dire que si tu es sur du capital dégressif, c'est super, ton assurance va être de moins en moins chère. Sauf que si tu décides, alors, généralement c'est l'inverse, mais si tu décides de te mettre à fumer, que tu n'as pas prévenu ton assureur et que tu meurs d'un cancer des poumons, il te dira: «Ah, vous ne m'avez pas prévenu, salut». D'accord. Dommage, hein? Donc on peut potentiellement se mettre dans des situations qui peuvent être catastrophiques. Donc c'est vrai que voilà, dire: «Faites attention» au niveau de l'assurance. L'assurance, c'est pas négligeable. Si jamais un jour il t'arrive quelque chose, sur des encours de 300, 400, 500 000 €, c'est quand même pas la même que sur un prêt où tu as 5 000. Ouais. Donc donc il y a cette partie-là et après il y a la partie, on va dire, plus négociation. Les agents immobiliers peuvent leur dire par contre: «Voilà, sachez que quand vous allez voir les banques adorent, on adore les clients qui vont jouer la relation globale». Quelqu'un qui vient, qui dit: «Oui, moi je vais, domicilier mes salaires, mais par contre, l'assurance, non, ça m'intéresse pas, je vais déléguer l'assurance du prêt. Non, je prends pas l'assurance, habitation, ça m'intéresse pas. Non, mais en termes d'épargne, moi je suis chez Boursorama, c'est top. Je veux pas non, non, ça m'intéresse pas». On se dit: «Ouais, OK, d'accord, mais nous, il est où notre intérêt?» Parce que malgré tout, les banques ont besoin aussi de se rémunérer. Je dis pas qu'elles sont à plaindre, mais c'est pas sur le taux immobilier qu'elles se rémunèrent, hein. C'est pas là-dessus qu'elles margent le plus, parce qu'elles achètent l'argent à un certain taux. Le taux en face, c'est généralement pour pouvoir prêter, pour pouvoir obtenir des dossiers, on baisse nos marges. Enfin, les banques baissent leurs marges. Donc c'est surtout les équipements à côté qu'elles vont gagner de l'argent. Donc jouer le jeu de la relation globale, le compte, les services du compte, les assurances du compte, la carte, s'assurer là-bas, les banques adorent. D'accord, OK. Très bon conseil parce que si ça vient de l'agent immobilier, bah, le client sera peut-être, plus enclin à l'écouter. C'est marrant parce qu'on écoute souvent la personne, tu sais, qui est un peu en dehors du truc Et ouais, c'est et vrai, heu c'est ça. et donc bah, peut-être qu'on écouterait plus un banquier pour des conseils immobiliers et peut-être plus un agent immobilier pour des conseils bancaires. Mais c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais par contre, ce que je retiens, c'est que, bon, il y a tous ces critères-là à regarder et que quand même quelque part, alors au-delà du taux, moi c'est une question que je trouve, pertinente, tu vois? C'est est-ce qu'un agent immobilier peut inciter ses clients à faire jouer un peu la concurrence? Parce que moi, alors ça c'est d'expérience de client, c'est rarement ma banque qui m'a fait la première proposition la meilleure.
et c'est dramatique, mais c'est le cas. C'est le D'accord. cas. Ça m'est déjà arrivé moi, quand il y avait des dossiers, des fois de leur dire: «Ben, on nous demande», c'est surtout pour les réaménagements. Quand des clients viennent et qu'ils ont un taux, alors maintenant c'est plus le cas, les clients vont plus réaménager leur prêt à 1 à le passer à 3. Mais à l'époque, quand ils avaient un taux qui était élevé, qu'ils voulaient baisser leur taux, on nous demandait régulièrement: «Est-ce qu'il y a une proposition de la concurrence?» Donc allez voir le concurrent, il vous rachète votre prêt, il vous fait une proposition et moi je vais m'aligner pour vous faire un taux qui sera à peu près cohérent. Donc effectivement, le fait de faire jouer la concurrence, ben, c'est important, surtout quand on est un bon client, qu'on va jouer le jeu de la relation globale, qu'on a des bons revenus, on a des gosses, parce que du coup, c'est pas une entrée en relation, mais c'est 2, 3, 4 entrées en relation. Là, on se dit: «Ouh, c'est jackpot», on a les yeux qui s'allument et on sait que du coup, on va pouvoir, voilà, bien équiper les clients. Donc il y a cette notion-là. Donc ça, moi, c'était mon expérience de banquière où j'essayais aussi d'accompagner les clients. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait d'être assuré, pour moi, c'est hyper important. Ça, c'est Aurore qui c'est le point de vue d'Aurore. Mais quand tu fais ton prêt, ton assurance, tu peux la déléguer, tu peux la faire ailleurs. Je le déconseille. Pourquoi? Parce que l'assureur va toujours chercher la petite bête pour ne pas rembourser. Sauf que le banquier qui t'a prêté 300 000 balles, si tu as un sinistre ou si tu as un souci et que tu peux pas payer tes mensualités de crédit, lui se retrouve en défaut, lui se retrouve en porte-à-faux. Donc si tu es assuré chez lui, il a tout intérêt à te payer parce qu'il faut aussi lui qu'il ait ses mensualités qui soient honorées. Mmh. Ce qui est pas forcément mis en avant quand on nous parle de, faire De une délégation délégation. Ouais. d'assurance, tu peux avoir la petite ligne que tu as pas vue parce que concrètement, hein, qui regarde les conditions, et les petites lignes avec l'alinéa 25 du paragraphe 2 de la page 250? Tu le regardes pas. Donc potentiellement, il y a plein de gens qui se sont trouvés avec des déboires chez leurs assureurs parce qu'ils ont pas eu gain de cause ou qu'ils ont pas été remboursés alors qu'ils pensaient être couverts. «Je pensais être couvert, je pensais être assuré». Mais oui, mais vous avez pas lu l'alinéa de la page 25 de l'article 252. Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est à prendre en compte. Après, c'est un choix. Tu préfères payer moins cher, du coup, c'est un gain sur tes mensualités, mais par contre, si tu as un pépin, potentiellement, Ouais, je c'est comprends. difficile de se projeter dans le pire. On a du mal à se dire: «Oui, mais là, j'ai fait un prêt sur 25 ans, je sais pas, mais moi, je vais pas parler de mort, je veux pas que ma femme meure, je veux pas que». OK, mais tu sais pas, tu sais pas. Donc effectivement, prendre ça en considération, c'est important et après, ouais, jouer le jeu de la relation globale, c'est bien. Après, il y a des clients aussi qui font ça, qui disent: «Oui, moi, je prends tout le package», hein, et après, 1 an après, hop, ils résilient ou ils s'en vont, hein. Ça, on l'a déjà tous vu, hein. Ça, Après, c'est on va dire c'est le voilà. jeu de ma pauvre Lucette, hein, comme tu dirais. Mmh. Ça fait partie des aléas au client et à son conseiller d'entretenir une relation pour éviter que ça arrive. C'est ça et donc être dans la découverte, s'intéresser aux gens, s'intéresser à ce qui leur plaît, leurs projets, pour vraiment être dans un conseil qui va faire la différence. Mmh. Ouais, non, je garde. Mais, écoute, super intéressant. Alors avant qu'on ne conclue, moi ce que je retiens, c'est quand même on a fait le tour des critères, des points, on a parlé de l'apport. Je retiens que, bah, c'est peut-être bien de voir ça en global avec son banquier plutôt que de, tu vois, en fait, quelque part dans ce que tu m'as dit, c'est, tu m'as dit: «On a les yeux qui brillent». C'est un peu quasiment aujourd'hui peut-être au client de mettre des paillettes dans les yeux de son banquier. Ah bah, complètement. Ça fait partie du jeu. Il faut le savoir et nos professionnels immobiliers qui écoutent, bah, c'est qu'ils le disent un peu aux clients que, bah, là, oui, il va falloir peut-être dans les cas alors si tout passe, qu'on est très fortuné, bon, bah, peut-être que le client, il a pas besoin de faire tout ça. Si malheureusement, il est sur un dossier un peu plus, tangent, et bah, il va falloir peut-être qu'il s'adonne à tout ça et les conseils étaient hyper intéressants. Alors, bah, pour terminer, Aurore, on te retrouve comment? Sur quoi on peut échanger avec toi? On te retrouve où essentiellement? Pour que, on puisse aller là-dessus, sachant que je le rappelle aux auditeurs, Aurore n'est plus banquière, hein, donc attention, Et non, et non, elle j'ai est j'ai tourné cette page-là de ma vie. voilà, donc si on veut parler avec toi d'expérience client, moi je conseille les posts d'Aurore. Elle fait des posts sur les biais cognitifs, par exemple. C'est qu'un exemple de son talent, mais de qui sont toujours pépites sur LinkedIn. Donc bah, dis-nous, alors j'en ai révélé un peu, mais dis-nous où on peut te retrouver et Bah, on peut me retrouver sur LinkedIn, hein. Je poste quand même assez régulièrement sur des sujets différents, parce que voilà, moi, ma spécialité, du coup, c'est l'expérience client et j'ai aussi une spécialité sur les ateliers, des ateliers d'intelligence. Parce que pour moi, une expérience, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit construite par tous les intervenants.
Il faut que les gens se sentent intégrés, qu'ils aient senti qu'ils aient apporté leur pierre à l'édifice. Donc, c'est aussi toute l'importance de ces ateliers-là pour favoriser l'échange, pour que les gens aient leur mot à dire. Parce que voilà, c'est vrai que quand par exemple, pour des agents immobiliers, les agents immobiliers, si on leur dit, il y a une nouvelle norme, il faut faire ça, c'est eux quand même qui sont en contact avec le client, c'est eux qui les connaissent. Donc, intégrer voilà, tous les intervenants, c'est important. Donc, oui, on peut me retrouver sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y aura le lien de mon site qui va sortir là incessamment sous peu. C'est quoi le nom de ta société ? Moi, c'est Mira Conception. Ok, eh ben écoute, comme ça voilà, on mettra tout, même si c'est en construction, on le mettra dans la description de l'épisode. Encore une fois, merci Aurore de t'être prêtée au jeu et de tes super conseils. Merci à toi Cyril, c'était un super échange, c'était très bien, je me suis régalée. Écoute, tant mieux. Et puis à très bientôt. Oui, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a donné envie de vous rapprocher des banquiers, ou tout du moins que vous les comprenez mieux. Un grand merci à Aurore Diesma pour ce partage, le temps qu'elle m'a accordé et surtout ce qu'elle transmet sur la relation client. Pour ma part, j'ai appris 2-3 choses qui me font dire qu'il faudra peut-être pousser plusieurs portes pour trouver la bonne personne et que cela en vaut grandement la peine et le temps investi. Avant de se quitter, pensez à vous abonner au podcast et à lui laisser un avis 5 étoiles pour que l'on aille encore plus loin ensemble. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'10 mois entre pros. D'ici là, prenez soin de vous et de vos clients.